Dès le XVIe siècle, Angers fut célébrée pour sa douceur de vivre. 5 siècles plus tard, elle se place toujours dans le top 3 des villes de France où il fait bon vivre. Et comme elle sait vivre avec son époque, vous allez voir à quel point elle rivalise d'initiatives et d'innovations en tout genre. En route pour Angers, la capitale historique de l'Anjou, au bord de la Maine. Une ville d'art et d'histoire qui possède les œuvres du sculpteur David d'Angers dans un lieu magique. On ira découvrir l'une des plus anciennes maisons de reliure et de dorure de la région, l'atelier Seguin. Vous, Charles-Édouard, vous êtes la 4e génération. 4e génération ici, voilà, un atelier. On est installé ici depuis 1870. Et on prendra un peu de hauteur pour aller à la rencontre de Christian Ravel, un mordu d'aviation, fondateur du premier musée privé français. On découvrira une mini-maison d'édition participative où l'on fabrique des livres en carton. Pour un même bouquin, on a toujours une couverture différente qui est illustrée vraiment par les gens qui viennent ici. Donc c'est à l'envie. Mais tout de suite, vous allez comprendre pourquoi Angers est devenue la capitale française du végétal. Sur ce campus, devenu le premier pôle de compétitivité européen, travaillent 2500 étudiants et 420 chercheurs. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Là, vous êtes dans votre élément au milieu des plantes. Hein? Oui, les plantes, c'est une très longue histoire en Anjou. Ouais. Hein, parce qu'il y a 600 ans, le roi René nous a ramené des plantes de la Provence, puisqu'il était aussi comte de Provence. L'anémone, l'abricotier, un certain nombre de les raisins, le muscat, le chasselas. Et ces plantes se sont acclimatées en Anjou. Et on peut dire aujourd'hui que peut-être que notre histoire des plantes en Anjou a démarré avec le roi René. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, les rois et les médecins demandaient aux grands explorateurs de nous ramener des plantes pour notre santé, notre alimentation et puis aussi pour notre esthétique, pour les fleurs. Et ces plantes, elles arrivaient dans le port de Nantes. Et elles ont migré ensuite vers le Jardin du Roi à Paris, via la Loire. Et on peut penser que certains mariniers, pour se faire un peu d'argent de poche, vendaient dans les jardins de château quelques plantes, des graines, etc. Ces plantes se sont acclimatées et au XIXe siècle, à Angers, un horticulteur, André Leroy, a compté jusqu'à 170 hectares de production horticole, beaucoup d'arbres fruitiers, mais aussi des camélias, hortensias, magnolias et autres arbustes d'ornement qu'il exportait jusqu'aux États-Unis. Ça fait d'ailleurs rêver un certain nombre d'horticulteurs aujourd'hui. Bon alors d'accord, la Loire a joué un rôle important, on l'aura compris, dans l'expansion de l'horticulture en Anjou. Mais quand même, il n'y a pas que ça. Début du XXe siècle, en 1902, a été créé le premier laboratoire de recherche à Angers. Et en 1970, alors là, c'était vraiment le développement de la recherche, avec l'INRA qui s'est ouvert à l'horticulture ornementale. Années 80, selon le concept de la Silicon Valley, les entreprises, les chercheurs, les étudiants ont travaillé ensemble pour faire ce qu'on appelait les technopoles. Et tout ça, c'est le pôle de compétitivité aujourd'hui, au XXIe siècle. Je pense en effet fortement que la ville demain sera végétale. Et c'est un grand enjeu de recherche pour notre pôle de compétitivité. Eh bien, je vais vous laisser continuer à vous occuper, bichonner vos petites plantes. Et comme on est effectivement à Végépolis et qu'il y a plein de choses à observer, notamment un laboratoire là-bas où j'ai bien envie d'aller jeter un œil. Donc je vais aller voir ce qui s'y passe. Bon courage. À bientôt. On y va. L'Anjou est la 2e région productrice de pommes. Elle est à la pointe de la recherche. Ici sont nées les variétés devenues célèbres, les Ariane ou les Story, qu'on trouve dans les supermarchés. Jean-Pierre, vous êtes chercheur. Aujourd'hui, vous dirigez ce laboratoire. Oui. Et c'est un peu, ici, ce qu'on aura dans notre corbeille à fruits dans quelques années, qu'on est en train d'admirer. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Tout au moins, on l'espère. On l'espère. Effectivement, ici, on a un programme de sélection pour créer des nouvelles variétés de pommiers. Alors, ça commence par étudier les caractères génétiques pour essayer de comprendre comment ça se constitue et quels sont les déterminants de la qualité, des résistances aux maladies, des choses comme ça. Et effectivement, pour créer des nouvelles variétés, il faut commencer par exploiter ce qui existe naturellement. Donc on fait des croisements entre différentes variétés. La majorité d'entre eux vont s'avérer d'aucun intérêt et sont malheureusement voués à la disparition. Mais peut-être que là-dedans, il y a une nouvelle variété demain qui aura un succès, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'une variété, justement, a plus de succès
qu'une autre. Donc il faut un produit à la fin qui soit agréable à manger, aussi agréable à regarder. Il faut aussi qu'il ait des caractéristiques agronomiques qui permettent à des producteurs de le produire décemment, ça veut dire avec des rendements suffisants. Mais est-ce que tu te rends compte un petit peu quel avenir as-tu devant toi? Si d'aventure tu passes les tests, ça c'est pas gagné. Hein. Voilà. Ah voilà, pas Voilà. facile. L'histoire commence ici. Vous voyez mes collègues ici qui sont en train Bonjour. de semer les pépins de pommiers qui ont passé l'hiver dans des chambres froides. Ils ont été préparés et maintenant ils vont s'exprimer en germant et vous avez donc donné les jeunes plantules qu'on a vues dans la serre tout à l'heure. Mais Et alors après, dites-moi, on va- combien de pépins vont être comme ça semés pour combien de résultats satisfaisants au final hein? Ah, c'est non seulement un très long processus, mais fastidieux. On estime à peu près qu'il faut au moins 30 000 pépins pour espérer avoir peut-être dans un certain nombre d'années une bonne variété. Ah d'accord, hein. 30 Donc, 000, 30 000 pour un. Oui, oui, oui. à Oula, peu près. attendez, je le remets, celui-là c'est peut-être celui-ci. Alors après, on peut avoir beaucoup de chance. Aujourd'hui, on a à peu près combien de variétés différentes de pommes hein? Ce qui a été sélectionné depuis les débuts des procédés de sélection, c'est probablement plus de 4000. Alors je ne sais pas combien C'est existe énorme. encore aujourd'hui, mais parce que en fait, dans tous les pays, il y a eu de la sélection pour faire des variétés. Alors après, les conditions de milieu changent. En ce moment, on a, par exemple, avec le réchauffement climatique, on pourrait avoir besoin d'être amené à chercher des arbres qui auraient moins besoin de froid pour fleurir. Oh, mais qu'est-ce que je vois là, dites donc hein? Eh bien voilà, vous avez un exemple de quelques variétés qui sont issues des procédés de sélection. nées Et ici en l'occurrence, celle-ci, oui. J'ai le droit de la goûter? Ah bah, bien sûr. Elle est née ici, celle-ci, il y a combien de temps alors qu'on a commencé à travailler Oh, dessus? c'est une variété récente, Story, quelques années. Bah, vous avez bien travaillé. Elle est super bonne, sucrée, parfaite. Hein. Tant mieux. Excellente en bouche. Merci pour tous mes collègues qui ont fait tout ce travail. Merci puisque, messieurs, dames, elle est très très bonne la story. Angers est aussi célèbre pour son riche passé artistique et surtout pour sa tenture de l'Apocalypse, le plus important ensemble de tapisseries médiévales au monde. À 2 pas du château, à côté du musée des Beaux-Arts, il y a un autre trésor, la galerie David d'Angers. Elle regroupe la majorité des sculptures mondialement connues de cet artiste angevin du 19e. Bonjour François. Bonjour Sylvie. Je suis vraiment contente de découvrir cette galerie parce que, outre le travail de l'artiste, dont vous allez un peu me parler quand même, cet endroit est dès le départ un bâtiment extraordinaire. C'est quoi l'histoire de cette ancienne église? C'est ça, c'est une ancienne église hein? Alors c'est une ancienne église abbatiale qui a été reconstruite au XIIIe siècle. Il y avait déjà une abbaye depuis le XIIe siècle. Et c'est déjà un bâtiment assez extraordinaire parce qu'il y avait des voûtes qu'on n'a plus, mais qui était exceptionnel. Alors, après la Révolution, c'est un bâtiment qui est devenu une ruine et qui a servi de dépôt pour le musée d'Antiquité jusqu'en 1981. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la restauration grâce à Pierre Prunet, architecte en chef des monuments historiques. Et c'est une restauration plutôt ambitieuse parce qu'intégrer comme ça des matériaux aussi contemporains sur une œuvre de cette époque. Oui, alors vous voyez que la restauration était faite déjà minima, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu reconstruire. On a laissé l'aspect un peu de ruine et par-dessus a été mis cette extraordinaire toiture de verre. Moi, c'est vraiment cette œuvre-là que je trouve absolument incroyable quand on arrive ici. Quelle est l'histoire derrière ce travail sur Jean Bart hein? Alors c'est la statue la plus monumentale du musée. C'est une statue qui a été installée à Dunkerque, la ville natale de Jean Bart. C'est assez nouveau à l'époque d'installer des statues aux grands hommes sur les places publiques. On est au 19e. Hein, on est au 19e, là on est vers 1845. Et on a ce mouvement ce corsaire, il est en pleine action et c'est une grande réussite de David d'Angers de donner du mouvement à cette statue. Angers possède un fonds exceptionnel de 250 plâtres, des œuvres offertes par le sculpteur en reconnaissance de la pension qu'il avait reçue de la ville à ses débuts. C'est joli aussi. Né dans une famille d'artistes, David, de son vrai nom Pierre-Jean David, travaille d'abord dans l'atelier de son père, sculpteur sur bois. Son talent remarqué, il monte à Paris pour connaître, alors qu'il a tout juste 23 ans, la consécration avec le célèbre prix de Rome.
On n'a pas vu beaucoup d'œuvres où finalement on peut mettre un visage sur cet artiste. Non, c'est vrai, vous avez raison. Alors, il y a ses enfants, par contre, qu'il a représentés. Lui-même, de temps en temps, comme d'ailleurs un certain nombre d'artistes, va se figurer, mais un petit peu caché, comme sur ce bas-relief là de l'enterrement du général Foy, où on l'aperçoit tenant le cercueil avec d'autres personnalités, et on voit sa tête qui dépasse à l'avant du cortège. Un petit passage à la Hitchcock quand on transpose au cinéma. C'est presque ça. C'est presque ça. Là, c'est un autre univers. Là, c'est effectivement les bustes, essentiellement. Oui, et les bustes, effectivement, aussi bien à ce niveau que vous voyez, il y en a également encadré un petit peu plus haut, à la fois en plâtre, en terre cuite et également en bronze. David d'Angers, contrairement à beaucoup d'artistes, sculpteurs qui tout de suite passent au modelage, lui passe par une phase de dessin. C'est ensuite qu'il va réaliser son esquisse en argile et après en plâtre, faire le modèle à l'échelle ou au tiers et ensuite la réalisation. Est-ce que David d'Angers avait une technique un peu particulière pour son travail? Tous ont plus ou moins des manies ou des habitudes. Lui, il en avait? Assez souvent, on sait qu'il touchait le crâne de la personne pour se rendre compte, bien sûr, de la forme aussi du visage de la personne, mais aussi pour peut-être s'imprégner un peu de sa personnalité, qu'il essaye de rendre compte dans son œuvre. Donc ça passait par le toucher, pour ses contemporains, bien sûr. Oui, pour ses contemporains. On s'envole maintenant vers d'autres horizons. Direction le musée Air Passion. Ici, 200 bénévoles redonnent une nouvelle jeunesse aux avions et font vivre le deuxième plus grand musée français après le Bourget. Si Espace Air Passion a réussi à rassembler une collection d'environ 140 aéronefs, dont une vingtaine en état de vol, c'est grâce à l'énergie d'une poignée de passionnés. Et notamment Christian Ravel. Je montais plus facilement là-dedans il y a 50 balais. Qui, il y a plus de 30 ans, mit tout en œuvre pour restaurer le premier planeur avec lequel il avait volé. Retrouvé dans une grange, il n'en restait que quelques bouts. Il est aujourd'hui exposé parmi une quarantaine de trésors de l'aviation légère. Christian est mordu d'aviation depuis l'enfance. Pourtant, rien ne le prédestinait à vivre sa passion tout au long de sa vie. En 1964, Christian pilotait déjà cet avion, confisqué aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh, longue famille d'enseignants. Donc quand j'ai voulu être aviateur, ça a été un non franc et massif autour de la table familiale. Donc je suis devenu instituteur, métier que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, puis directeur d'école. Et puis comme je suis quand même très têtu, j'ai travaillé et j'ai terminé commandant de bord sur un Boeing 747 Air France. Ces photos font partie d'un fonds d'archives de près de 100 000 clichés et de milliers de documents numérisés. D'abord, j'ai toujours été fanatique d'histoire aéronautique. Donc, ça veut dire que je collectionnais les journaux, les revues, comme tous les gamins. Bon. Et quand nous avons commencé à créer ce musée, eh bien, nous nous sommes aperçus que pour restaurer les avions, il fallait une documentation technique. Les photos sont venues naturellement avec l'histoire. Ça rentre des fois plus vite que j'ai le temps de les numériser. Qu'ils soient documentalistes, ébénistes ou mécaniciens, les bénévoles d'Espace Air Passion permettent de rendre hommage à de grandes figures de l'aéronautique, comme Hélène Boucher, aviatrice angevine qui, en 1934, remporta plusieurs records de vitesse. Mais surtout, ils permettent de valoriser ce patrimoine encore trop peu connu.
À l'heure d'Internet et des livres dématérialisés, ouvrons maintenant les pages d'un pan d'histoire doré à leur fin. Bonjour, Bonjour. vous êtes en plein travail, hein? En plein travail, oui. Et c'est la dernière séquence, c'est ça? Là, je suis en train de dorer le dos du livre. Mon composteur pour l'auteur est en train de chauffer. Voilà. Il ne faut pas brûler le cuir parce que sinon il faut recommencer. Donc ce n'est pas le but. Et on va découvrir l'auteur alors? Voilà, et on va découvrir l'auteur. Et là, il ne s'agit de pas trembler, hein? Il ne faut pas trembler, il faut être centré, droit. Et après, tout compte, la pression? La chaleur et la pression. Ça, c'est ce que Pas vous trop chaud et pas trop fort. Voilà. Et vous avez droit qu'à une seule fois. On ne peut pas évidemment repasser dessus. Non. Qui vous a appris ces gestes alors, Charles-Édouard? C'est mon père qui m'a appris ça. Ouais. Il paraît-il qu'il faut 10 ans pour faire un bond d'horreur. Et vous, ça fait combien de temps? 8 ans. Oh, bah plus que 2 ans, et puis vous êtes Plus que 2 ans. expert Voilà. alors. Hein. C'est pas mal, hein? Voilà. Et pour placer la feuille d'or, vous avez fait un traitement préalable sur le livre? On a préparé le cuir avec une solution à base de blanc d'œuf. Du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf permet de coller l'or, associé donc à la chaleur et à la pression que l'on met. Ça, c'est vraiment de l'artisanat, hein? D'art. Artisanat d'art. Donc une fois que le titre est fait, on termine le livre en y rajoutant les papiers de plat et les pages de garde. Ah, c'est magnifique. Hein. Voilà. Donc je peux vous montrer Mais comment oui, on fait de l'autre côté. volontiers. Faites-moi voir. Voilà. Ça ressemble à un atelier Familial. familial. Je vous présente papa. Hein. Bonjour, monsieur papa. Voilà. Donc, Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je coupe 2 cartons pour ce livre-là. D'accord. Les cartons qui vont servir à habiller après le livre. Alors, dites-moi si j'ai tout compris. C'est votre papa qui vous a Papa. transmis son savoir, Tout à fait. qui lui-même le tenait de qui alors? De mon père, oui, bien sûr. Mon père a pris l'atelier en 1950 au décès de mon grand-père, son père lui aussi. C'est ça. Ah, voilà. Vous, Charles-Édouard, vous êtes la 4e génération. 4e génération ici. Voilà, un atelier. On est installé ici depuis 1870. Dans ce Dans ces même locaux. bâtiment. Dans ces locaux. Mais alors, vous en conviendrez, aujourd'hui, on est au 21e siècle, on utilise des tablettes, des ordinateurs. C'est un vrai pari de continuer, surtout pour vous, de reprendre cette affaire familiale qui est effectivement pas forcément le courant actuel. Hein. D'accord. Oui, Mais c'est- le papier, Je sais qu'il va être forme, hein. Oui. Le livre ne bug jamais. Oui, ouais. Ça ne tombe jamais en panne. Et même en 2017, il y a toujours un support papier. On a toujours besoin d'une archive papier. Tous les jours, il y a des mariages, des naissances, des mariages, des décès. Aussi. Donc c'est Il y a- encore Oui, il y a du travail. consigné dans des registres d'état civil, c'est à la main. Il y a des pièces uniques. Des pièces uniques. Voilà. Ah oui, c'est tout magnifique, écrit à la main avec de Alors, magnifiques c'est ce plans. qu'on appelle un terrier. Il recense toutes les terres appartenant à une baronnie. Parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire. Un seul exemplaire. C'est magnifique. hein. Et tout était fait à la main, bien Ah oui, évidemment. oui, Tout était fait à la main. Donc là, il y a beaucoup de travail. Oui, il y a eu beaucoup de travail déjà de préparation. Ah, parce que de- vous de- avez retravaillé tout ça Ah, mais aussi. oui, ah, bien sûr, C'était il a fallu cassé. tout remonter, Plus, tout était plus un cassé. ouvrage est gros, plus il est lourd et plus il est fragile. C'est fragile. ben Voilà. oui. Que Charles-Édouard reprenne la maison, c'est quelque chose qui compte certainement à vos yeux. Bien sûr, parce que sans ça, l'atelier n'existerait plus. Ouais. J'ai une grande chance d'avoir un successeur. Vous avez la pression ou quoi? Un petit peu. On reprend quelques dizaines d'histoires. là, Oui, voilà. vous avez quand même effectivement 3 générations Oui, sur 3 les générations. épaules. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Des particuliers, Particuliers. Les antiquaires, les collectionneurs d'ouvrages, Les les j'imagine. collectionneurs, les passionnés. Des passionnés. Les passionnés. Des passionnés. Ça, je crois que surtout des passionnés. Voilà. Les gens arrivent, apportent leur livre parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils apportent. Après, ils sont plus ou moins passionnants. Voilà. Quelque chose me dit que je suis dans une maison où il y en a eu un peu des passionnés quand même. Ah, hein. oui, il faut être passionné. Oui, il faut être Pour réussir, passionné. Il faut être passionné. Merci Voilà. en tout cas de m'avoir Merci ouvert de les rien. portes de votre atelier. Et si on s'intéressait à un autre type d'édition? Micro celle-ci, plus confidentielle mais tout aussi passionnante. À l'origine du projet, il y a 3 amis très inspirés par un voyage en Argentine. Salut Simon. Bonjour, ça va bien?
Ça va? Oui. Tu trouves encore des trucs à lire, hein? Ouais, j'essaye toujours de retrouver des fautes dans les livres. Ah, c'est ce que tu fais là? Oui, une fois de temps en temps, je les feuillette. Puis... Bon, et celui-ci? Il est satisfaisant? Celui-ci, il est parfait. Il est parfait, pas de faute, tout est bien. Pas de faute, aucune coquille. Bon. Alors dis-moi, c'est quoi l'histoire de cet endroit? Cet endroit, c'est ce qu'on appelle un atelier d'édition participatif. On s'est inspiré du modèle des cartoneras sud-américaines. L'origine du mouvement des cartoneros, il est né en Argentine? Oui, c'est ça, c'était au moment de la crise en 2001, Ouais. la crise des casseroles, où on avait des recycleurs qui étaient payés pour ramener les cartons dans les déchetteries. Dans le même temps, c'était la crise dans le milieu de l'édition. Donc il y a un auteur argentin, Washington Cocurto, qui s'est dit « je vais m'auto-éditer à partir des meilleurs cartons que je vais leur racheter un petit peu plus cher ». Et Tout le monde s'y est retrouvé du coup. Tout le monde s'y est retrouvé. De fil en aiguille, ces cartoneros, comme on les appelait, sont venus l'aider à peindre les couvertures. Au départ, vous étiez juste une bande de copains qui voilà, étiez plutôt fédérés autour de cette idée de maison d'édition différente. Mais vous n'étiez pas auteur ou si vous écriviez un peu? Non, si on écrit, c'est de façon amateur. Et le but du jeu, c'était pas de se publier soi-même, c'était vraiment plutôt de faire connaître des auteurs que nous, on trouvait de qualité éventuellement, et donner une chance, en fait, donner un petit peu un accès au public à rencontrer des auteurs qui ne sont pas publiés ailleurs, parce que les textes sont un petit peu différents. Ça peut être soit le contenu qui est varié, qui n'est pas forcément dans la norme, soit ça va être le nombre de pages, parce qu'on est plutôt sur des modèles assez courts, donc des récits courts, des poésies, des choses comme ça. Vos circuits de diffusion, c'est quoi? Alors tu parlais d'Internet, mais c'est quoi aussi? Les salons? Internet, les salons, salon du livre, marché de la poésie, ça va être du dépôt-vente, ça peut être dans des cafés, dans des villages, comme dans des librairies classiques. On essaye de participer à des festivals également, présenter nos livres, même si c'est des festivals de musique, pas forcément ciblés littérature. On veut sortir le livre un petit peu du milieu standard. En même temps, même si forcément voilà, tu achètes le bouquin, l'histoire te plaît ou te plaît moyen, il te reste quand même un objet, j'ai envie de dire, qui est presque un objet unique. Hein. On peut dire que c'est un objet unique, oui. Parce que même si tu en fais plusieurs de cet auteur pour le même titre... On a à chaque fois une couverture différente. Ben ouais. Pour un même bouquin, on a toujours une couverture différente qui est illustrée vraiment par les gens qui viennent ici. Donc c'est à l'envie. Ah, c'est super. Hein. Du coup, cet endroit, c'est beaucoup plus que votre point d'attache à vous, éditeur. C'est aussi un lieu de rencontre? Oui, c'est vraiment l'un des trucs importants. L'idée, c'est d'avoir un moment où vous passez du bon temps ensemble, mais également faire quelque chose de constructif. Donc on essaye d'allier les deux. Donc en général, avant de se mettre à travailler, parce qu'on peut dire que c'est un peu du travail, on aime bien boire un coup. Ah ouais. Est-ce que ça te dirait de prendre un café ou un thé? Eh ben oui, moi je prendrais bien un petit truc chaud, un thé. Je sais pas, vous devez avoir du bon thé, non, ici? Je vais préparer ça. Ah bah, emmène-moi donc. Alors c'est là la cuisine. Côté bar, oui. Côté bar. Hein. Sans sucre, hein, c'est ça? Ouais. Économiquement, ça va? Ça tient la route? Économiquement, on est content, on arrive à payer notre loyer, on a même quelques loyers d'avance. C'est bien. Oui, c'est bien, c'était inespéré, en vendant des livres en carton. Quand on le raccourcit comme ça, quand on le résume comme ça, oui, effectivement, tu peux absolument être fier de toi. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'aventure, désormais? Aujourd'hui, on a bien une petite trentaine de personnes qui gravitent autour du lieu, plus ou moins impliquées, soit à faire les couvertures, soit à aider pour trouver des exposants, soit pour faire les animations. Tu veux aller essayer de faire un livre? Bah oui, carrément. On a les copains derrière, donc on va t'apprendre un petit peu une reliure. Bon, alors je sais pas dessiner, je sais un peu écrire. On va voir, on va trouver des travaux manuels un petit peu. Bon, ça roule. Ça sera plus intéressant. Ouais, cool. Et vous êtes tous là parce que vous aimez ça? La reliure, le bouquin, le livre, l'image? Oui, le livre, oui. La reliure, moins. C'est ce qu'on va apprendre à faire. Comme tu vois ici, en fait, les textes, ils ont déjà été prédécoupés. Oui, j'ai vu. Je n'osais pas trop ouvrir, en fait. Il ne faut pas hésiter à ouvrir tant qu'on les garde, par contre, dans le bon sens. Oui. Ouais, j'ai bien compris ta technique. Hein. Je crois que tu as surtout bien compris pourquoi il n'y a pas grand monde qui aime faire les reliures. Voilà, on voit bien. C'est toujours pas passé au travers en plus. Non, hein. Le coup de marteau, ça rendait pas service à ceux qui payaient. Oh mince, pardon. Oh, dis donc, ta sirène. On regarde tout ça. Finesse, la grosse pression. Hein. Je suis ficelé, ligoté. Il faut déjà en faire quelques-uns pour s'aguerrir à la technique, hein, qui est somme toute pas très compliquée. Pas très compliqué, c'est pour ça que la coutume, normalement, quand on a fait un, c'est qu'on explique au suivant. Ah,
Donc ça permet vraiment de le Je côté... t'explique. Hein. Merci en tout cas. Moi j'ai fait mon premier livre et je te promets que je vais continuer parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. Bon, avec un peu de chance aussi, je pourrais écrire ce qui va à l'intérieur. Hein. Ça, après, il faut proposer. Je serai un vrai auteur et je viendrai voir la marge et je dirai bonjour, est-ce que je peux être édité? Voilà. Super. On est sévère hein, parfois, on en a recalé. Tu me permettras de tenter ma chance. Oui. Ok? Je peux l'emmener? Oui. Super. Merci les gars les filles.